Le port de Saint-Pierre, en cette fin d'après-midi de décembre 1789, ressemblait à un théâtre d'ombres et de cris. Les navires marchands craquaient sous le vent du large, les cordages claquaient, les cajots de sucre s'empilaient comme des pierres funéraires. Et au milieu de cette agitation, sous un soleil rouge comme une plaie ouverte, se déroulait une scène à la fois banale et monstrueuse, une vente d'âmes humaines. La foule et le silence. Les acheteurs se pressaient autour de l'estrade. Certains fumaient, d'autres riaient, les enchères fusaient, rythmées par la voix grasse du commissaire, un charpentier, un forgeron, une fille de cuisine. Mais soudain, un murmure traversa la foule. Un jeune esclave venait d'être amené, différent des autres, ni homme ni femme à première vue, ou peut-être les deux. Une beauté étrange, presque irréelle, qui fit reculer les plus hardis. Il avait la peau claire, presque dorée, les traits délicats, les yeux d'un vert impossible, et surtout une présence, un calme, comme si le monde autour de lui ne le concernait plus. Le commissaire s'agita. Celui-ci vient des Indes hollandaises, pris sur un navire capturé. Il s'appelle Alex, il parle peu, il obéit sans résistance. Des rires fusèrent, des mots salis, des paris. Et au milieu, un homme resta immobile. Armand Delacroix, propriétaire du domaine de l'habitation du ciel, un des plus riches planteurs de la Martinique. L'œil du maître Armand avait vu des centaines d'hommes, d'ouvriers, de servantes, de domestiques, mais jamais une créature comme celle-là. Il sentit dans son ventre une chaleur qu'il n'aurait su nommer. Ni désir, ni pitié, ni simple curiosité. Quelque chose de plus ancien, de plus trouble. « Combien » demanda-t-il d'une voix calme. « 1100 livres, monsieur. C'est un prix de curiosité. Je paie 2000. » Un silence. Le commissaire, surpris, s'inclina. Et la foule amusée éclata de rire. 2000 pour un androgyne muet. Mais Armand ne riait pas. Il fixait Alex, qui le regardait en retour, sans peur, sans défi, sans servilité. Un regard nu, comme si, pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait à travers lui. Le voyage vers l'habitation. Le soir même, sous la pluie fine, Armand fit embarquer Alex dans une charrette. Le voyage, jusqu'à la plantation, dura des heures. La route serpentait entre les champs de canne et les rivières de boue. Le bruit des roues couvrait à peine les pensées du maître. Il se demandait pourquoi il avait payé si cher. Ce n'était pas la beauté seule, d'autres l'étaient plus, ni la rareté. Il en avait vu des albinos, des mutilés, des sauvages dociles. Non, c'était autre chose. Une présence qui dérangeait les frontières. Il se souvint des mots du commissaire. Il parle peu, il obéit sans résistance. Mais au fond de lui, Armand savait, cette obéissance n'était pas soumission, c'était attente, le regard dans le feu. À l'arrivée, la maison principale s'ouvrit comme un temple de marbre et de silence. Madame Hélène Delacroix, son épouse, observait depuis la terrasse. Elle vit la charrette s'arrêter, vit son mari descendre, vit surtout la silhouette étrange derrière lui. Encore un esclave? Un achat particulier. Tu sembles payer cher tes caprices, Armand. Non, celui-ci n'est pas comme les autres. Hélène fronça les sourcils, un mélange d'inquiétude et de dédain. Mais Alex ne baissa pas les yeux. Il regarda la maîtresse de maison comme on regarde une étoile trop lointaine pour faire peur. Un frisson parcourut Hélène. Sans comprendre pourquoi, elle détourna le regard. La chambre du haut Armand fit préparer une petite chambre dans la maison principale, un privilège rarissime pour un esclave. Les domestiques murmurèrent. Les plus anciens dirent « Le maître est tombé sous un sort ». Mais Armand, lui, n'écoutait plus rien. Chaque soir, il montait voir Alex. Pas pour lui donner des ordres, pas pour le questionner, seulement pour le regarder. Le jeune esclave ne parlait presque pas. Il semblait flotter entre les mondes, entre les genres, entre les peurs. Et chaque fois qu'Armand croisait son regard, il sentait en lui une fissure nouvelle, celle d'un homme qui découvre qu'il n'a jamais été libre. Le secret du corps. Quelques jours plus tard, le médecin du domaine, Dr Vernier, fut convoqué pour l'examen obligatoire des nouveaux arrivants. Armand insista pour y assister.
et ce qu'ils découvrirent ce jour-là, dans le silence épais de la salle, fit tomber tout repère entre science et sacré. Alex n'était ni homme ni femme, ou plutôt, il était les deux à la fois. Un être d'une dualité parfaite, impossible, une frontière vivante. Le médecin pâlit. Armand resta figé, et dans ce moment suspendu, un seul mot lui vint à l'esprit. Beauté. Mais ce mot, prononcé à voix basse, était peut-être déjà le début de sa perte. La pluie n'avait pas cessé depuis le jour de l'examen. Elle battait sur les toits de la plantation comme un tambour lent et obsédant, et chaque soir, Armand Delacroix restait enfermé dans son bureau, le regard vide, le verre de rhum intact à côté de la lampe. Depuis qu'il avait vu Alex nu, depuis qu'il avait compris ce que le docteur Vernier n'avait pas su nommer, quelque chose en lui s'était déplacé. Pas seulement son désir, mais son ordre intérieur. Le monde, tel qu'il l'avait connu, hiérarchique, masculin, chrétien, assuré, s'était effondré sous le poids d'un secret qu'il n'osait même pas penser tout haut. Le poids du secret. Le médecin, blême, avait tenté de trouver des mots. Monsieur Delacroix, il s'agit là d'un phénomène médical rarissime. Ni homme, ni femme, ou les deux à la fois. C'est une monstruosité de la nature. Armand avait répondu d'un ton sec. Non, ce n'est pas une monstruosité, c'est un miracle. Le docteur avait blêmi davantage. Il avait compris qu'il valait mieux ne pas discuter. L'affaire devait rester silencieuse. Personne ne doit savoir, docteur. Pas même ma femme, pas même Dieu. Et si quelqu'un s'interroge, monsieur, alors dites qu'il est muet, est malade et que sa chambre doit rester close. Ainsi, le secret fut enterré. Mais les secrets, sur cette île, ne meurent jamais. Ils respirent la nuit, sous la pluie. L'ombre dans la maison Alex habitait maintenant la petite chambre du haut, près de la bibliothèque, là où dormaient autrefois les enfants morts du premier mariage d'Armand. La pièce sentait le bois humide et la cire froide. Une seule fenêtre donnait sur les champs de canne, et chaque soir, la lumière du couchant dessinait sur le mur une croix de feu. Armand passait souvent devant la porte. Il s'arrêtait, écoutait. Pas un bruit, seulement le vent. Mais parfois, il lui semblait entendre un murmure, une voix faible, comme une prière. Et alors il s'éloignait, le cœur battant, honteux d'avoir voulu écouter. La maison changeait de souffle depuis l'arrivée d'Alex. Les serviteurs marchaient plus lentement. Les animaux étaient nerveux. Même les domestiques blancs, rares à Saint-Pierre, évitaient la demeure après le coucher du soleil. Les pensées d'Armand se réfugiaient dans la bibliothèque. Il lisait les traités de biologie, de théologie, de médecine, espérant y trouver une explication. Mais tout le contredisait. Les uns parlaient de dégénérescence, d'autres d'hérésie, d'aberration. Et lui, au milieu de ces mots, ne voyait que la beauté nue de l'ambiguïté. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la peau d'Alex, la lumière glissant sur ce corps sans frontières, et il sentait une brûlure dans la poitrine. Ce n'était pas la luxure des hommes de son rang, c'était autre chose, une soif de comprendre, de posséder l'incompréhensible. Il écrivit dans son journal « Le monde n'a créé que des prisons. Hommes, femmes, maîtres, esclaves. Et si Dieu avait voulu nous montrer que ces murs ne sont qu'un mensonge ?» Les soupçons d'Hélène. Pendant ce temps, Hélène Delacroix observait. Elle n'était pas idiote, ni naïve. Elle connaissait son mari, son calme de pierre, ses accès de colère, et surtout ce silence trop parfait qui précède toujours les fautes. Depuis l'arrivée du nouvel esclave, Armand ne la regardait plus. Il mangeait peu, dormait mal, et passait ses nuits à errer dans la maison. Quand elle lui parlait, il répondait avec douceur, trop de douceur. « Tu caches quelque chose, Armand. »« Je cache le vide. » « Alors pourquoi ce vide a-t-il un nom ?» Il détourna le regard. Elle sut, à cet instant, qu'il y avait bien un nom. Et ce nom était Alex. La première nuit de feu. Une nuit d'orage, Armand monta l'escalier. La maison dormait, les fenêtres vibraient sous le vent.
Il s'arrêta devant la porte du haut. De l'intérieur, une lueur douce filtrait sous le bois. Il entra sans bruit. Alex était debout, nu devant la fenêtre, la peau éclairée par les éclairs. Son regard ne trahissait ni peur ni surprise. Il dit simplement « Vous ne dormez jamais, pas depuis que je vous ai vu. » Armand s'approcha, lentement. Il posa une main sur l'épaule de l'esclave. La chaleur du corps d'Alex le traversa comme une confession. Ni geste brutal, ni désir charnel, un contact d'âme à âme. « Vous n'avez pas peur de moi, » murmura Armand. « Je ne crains que ceux qui se croient purs. Et que suis-je, moi? Un homme qui a peur de se connaître. » Ces mots, simples, le brisèrent. Il se recula, honteux, confus, bouleversé. Il referma la porte sans un mot. Mais en descendant l'escalier, il sut, le feu avait commencé. Le pacte du silence. Le lendemain, il convoqua le docteur Vernier une dernière fois. Personne ne doit revoir ce garçon, ni l'examiner, ni l'interroger. Vous comprenez? Je comprends, monsieur. Mais un secret de cette nature, un secret n'existe que si on le nie. Dès aujourd'hui, Alex n'est plus un esclave. C'est un assistant. Il travaillera ici, dans la maison. Le médecin, intrigué, hocha la tête. Mais dans ses yeux, une peur étrange s'installa, celle qu'on éprouve devant les hommes qui franchissent les limites du monde connu. Les rumeurs bientôt, tout le domaine murmura. Les esclaves du champ disaient que le maître avait pris un esclave comme compagnon. Les prêtres chuchotaient que la maison Delacroix était maudite. Et au port, on disait qu'un être venu du diable vivait enfermé dans les collines, gardé par un homme devenu fou d'amour et de honte. Hélène, elle, écoutait ces rumeurs en silence, le cœur battant. Elle savait que derrière chaque mot exagéré se cachait une graine de vérité. Et cette vérité, elle allait la trouver, quitte à plonger elle aussi dans les ténèbres. La jalousie d'Hélène Delacroix ne naquit pas d'un cri, ni d'un geste. Elle prit racine dans le silence de son mari. Ce silence nouveau, feutré, presque religieux. Un silence qu'elle n'avait jamais connu en 20 ans de mariage. Armand, autrefois bruyant, autoritaire, parfois cruel, était devenu doux, hésitant, absent. Ses colères s'étaient éteintes, mais avec elles, sa passion aussi. Et dans la chambre conjugale, le froid s'était installé. Ce n'était pas l'absence d'amour qu'Hélène craignait, c'était la présence d'un autre monde. Un monde qu'elle sentait grandir sous son propre toit, invisible, mais vivant, comme une respiration étrangère dans la maison. Les rumeurs et le poison. Les domestiques chuchotaient, toujours à voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende. Les esclaves passaient leurs regards l'un à l'autre quand elle entrait dans une pièce, et dans les cuisines, les murmures disaient « Le maître a fait monter un ange au grenier. » Un ange? Non, un démon qui porte 2 visages. Chut, le docteur l'a vu, c'est une créature qu'on ne nomme pas. Les mots « créature »,« ange »,« démon » résonnaient dans l'esprit d'Hélène comme un poison. Elle n'était pas superstitieuse, mais l'île, elle, l'était. Et l'île avait toujours raison. Là où le vent change, quelque chose de vivant bouge. La curiosité de la maîtresse. Une nuit, elle décida de vérifier par elle-même. Armand dormait, ou faisait semblant. Hélène sortit du lit, prit une lampe, et monta l'escalier du haut que son mari interdisait à tous. Devant la porte close, elle hésita. Une lumière faible filtrait par le bas. Elle colla l'oreille contre le bois. Rien. Puis un souffle. Et une voix, douce, indéchiffrable. Pas celle d'Armand. Elle sentit un frisson la parcourir. Quelque chose, au-delà du désir, au-delà de la peur, une curiosité charnelle. Cette voix avait quelque chose de beau. Pas humaine, pas tout à fait. Elle descendit, le cœur battant. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas, le visiteur du jour. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, elle prit une décision. « Faites venir le docteur Rousseau. »« Pourquoi, madame ?» demanda la servante. « Pour moi. Je me sens troublé. » Le docteur Rousseau, médecin du gouverneur, était un homme discret, mais observateur.
Lorsqu'il arriva, Hélène l'accueillit avec grâce. Elle joua la comédie de la maladie, puis d'une voix feinte laissa tomber. « Mon mari a engagé un nouveau serviteur. Curieux personnage, n'est-ce pas ?» Le médecin fronça les sourcils. « Curieux, en effet, j'ai entendu certaines choses. Alors vous l'avez vu ?»« Non, mais j'ai vu celui qui l'a examiné. Il en est sorti différent. » Un long silence. Puis elle se pencha. « Je veux savoir. » Le piège du thé. Ce soir-là, elle invita Armand à dîner. Bougies, musique, vin, un simulacre d'harmonie, et au dessert d'un ton innocent. « Ton nouvel esclave, Alex, où est-il exactement ?» Armand se raidit. « Pourquoi cette question ? Parce que tout le monde parle de lui, et qu'il semble important pour toi. » Il posa sa coupe. « Il travaille dans la bibliothèque. »« Oh ! Et que peut bien faire un esclave dans une bibliothèque ? Il classe les livres. »« Et toi, tu le regardes classer ?» Armand ne répondit pas. Son silence fut pire que tous les aveux. Hélène baissa les yeux, feignant l'humilité, mais à l'intérieur, son cœur bouillait. Elle savait qu'elle venait de trouver la fissure, et dans cette fissure, elle allait s'engouffrer. La rencontre. Le lendemain, alors qu'Armand était parti à Saint-Pierre, elle monta de nouveau l'escalier. La porte n'était plus verrouillée. Elle entra. Alex était là, assis sur un tapis, lisant à voix basse un passage de Rousseau. Émile ou de l'éducation. La lumière dorée tombait sur ses épaules. Hélène resta figée. « On t'appelle Alex, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. »« Tu sais lire. Je sais écouter les mots qui veulent se taire. » Cette phrase, étrange, la frappa comme une flèche. Elle s'approcha. Plus elle le regardait, plus son esprit se brouillait. Les traits d'Alex semblaient changer avec la lumière. Tour à tour, homme, femme, ange, esclave, roi, tout et rien. Un miroir de tout ce qu'elle refoulait. « Ton visage, il me trouble. C'est parce que vous y voyez le vôtre. » Hélène sentit ses jambes trembler. Elle recula brusquement, mais Alex se leva et la fixa calmement. Ce regard, il ne contenait ni peur ni désir, mais une vérité nue qu'elle n'avait jamais rencontrée, même dans le regard de son mari. La révélation. Le soir, incapable de respirer, Hélène fit venir le docteur Rousseau en secret. « Je veux que vous examiniez ce serviteur, officiellement pour une blessure, officieusement pour la vérité. » Le médecin, d'abord réticent, finit par accepter. Sous prétexte d'une visite médicale, il demanda qu'Alex se présente dans son cabinet. Ce qu'il découvrit dépassa toute compréhension. Lorsqu'il revint voir Hélène, il était pâle. « Madame, ce n'est ni un homme ni une femme, c'est un être complet. » Complet, les deux à la fois, ce que la science appelle hermaphrodisme parfait. Hélène se laissa tomber dans son fauteuil, le souffle court. Le mot résonnait comme un sacrilège et une révélation à la fois. Tout devint clair, la fascination de son mari, son silence, la chaleur étrange dans la maison. Elle rit nerveusement. « Alors voilà le secret de mon époux. Il a acheté le mystère de Dieu. » L'éveil du désir. Mais cette nuit-là, en s'allongeant seul, ce ne fut pas la colère qui l'empêcha de dormir. C'était l'image d'Alex, ses gestes, sa voix, son regard, d'un calme insoutenable. Elle se surprit à fermer les yeux et à imaginer ses mains. Des mains qui pouvaient créer la confusion et la paix à la fois. Des mains sans genre, sans limite. Et pour la première fois de sa vie, Hélène sentit ce qu'elle n'avait jamais connu. Non pas la jalousie d'une épouse trompée, mais la brûlure d'un désir qu'elle ne pouvait nommer. Depuis la révélation du docteur Rousseau, Hélène Delacroix ne vivait plus dans la même maison. Chaque pierre, chaque porte, chaque souffle d'air semblait désormais chargé d'un mystère brûlant. Le domaine entier vibrait d'une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était plus un lieu de pouvoir, c'était un sanctuaire hanté par la beauté du scandale. Le nom d'Alex flottait dans son esprit jour et nuit. Elle essayait de le chasser,
Mais plus elle le fuyait, plus il la poursuivait. Son image se mêlait à ses prières, à ses rêves, à ses repas. Et sous le poids de cette obsession, la raison commença à se fissurer. Le vide du lit, Armand dormait de l'autre côté du lit, tourné vers le mur, comme un étranger. Il ne la touchait plus, il ne la regardait plus. Il semblait tout entier absorbé par quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Et ce quelque chose, elle le connaissait maintenant. Alex. Une nuit, alors qu'elle fixait le plafond, Hélène se surprit à murmurer « Pourquoi toi et pas moi ?» Ce fut la première fois qu'elle reconnut sa propre jalousie, non pas comme une blessure, mais comme un désir inassouvi de liberté. Armand n'était pas le seul à avoir été ensorcelé. Elle aussi voulait comprendre ce que ce corps indéfinissable révélait au monde et à elle-même. Les miroirs interdits. Le lendemain matin, elle se regarda dans le miroir avec des yeux neufs. Ses traits, qu'elle jugeait durs, lui parurent soudain étrangers. Son corset la serra plus qu'à l'habitude, comme une prison dont elle prenait conscience pour la première fois. Et si je pouvais, moi aussi, être autre chose que femme, autre chose que maîtresse, épouse, ombre du maître? Elle fit appeler la servante noire, Amélia. « Dis-moi, as-tu déjà vu Alex de près ?»« Oui, madame, il parle peu, mais quand il vous regarde, on a l'impression qu'il vous entend penser. Et toi, qu'as-tu ressenti ?» Comme si le feu du ciel descendait jusqu'à moi. Hélène la congédia sans un mot, les mains tremblantes, le feu du ciel. Voilà ce que c'était. Et ce feu, elle allait le toucher. La deuxième rencontre 3 jours plus tard, sous un prétexte futile, un inventaire de livres, Hélène monta à la bibliothèque. Alex y était, penché sur un volume de philosophie. Lorsqu'il leva les yeux, il ne parut pas surpris. « Madame, ne m'appelle pas ainsi. Ce mot m'étouffe. Comment dois-je vous appeler, alors ?»« Hélène », le mot franchit ses lèvres comme un aveu. Elle s'assit face à lui, tentant de masquer l'agitation de ses mains. « Tu lis ? Je déchiffre les pensées des autres pour trouver la mienne. Et que dis-tu de ces pensées ? Elles veulent comprendre Dieu sans savoir qu'il le porte dans leur propre corps. » Elle resta muette, le souffle coupé. Ce que cet être disait d'une voix si douce, c'était exactement ce qu'elle ressentait sans jamais l'avoir su. « Et toi, Hélène ?» demanda Alex. « Que cherches-tu en me regardant ainsi ? » « Je cherche ce que mon mari a trouvé et que j'ai perdu depuis longtemps. »« Et qu'as-tu perdu ? » ?»« Moi. » Il sourit, ce sourire étrange, presque sacré, un sourire sans jugement, sans pitié. Et dans ce sourire, Hélène sentit la fin de toute certitude, la confession du feu. Le soir, elle écrivit dans son journal « Je croyais connaître le désir, mais je ne connaissais que l'habitude. Cet être est à la fois homme et femme, maître et esclave. Et pourtant, devant lui, je ne suis plus rien, sinon une vérité nue. J'ai peur, mais c'est une peur qui m'attire. » Chaque nuit, elle rêvait d'Alex, pas de son corps, de son regard. Un regard qui semblait la voir telle qu'elle aurait voulu être. Libre, elle se réveillait en sueur, honteuse, bouleversée, vivante. Les jeux du hasard. Le destin se chargea du reste. Un soir, Armand fut appelé au port pour régler une affaire de cargaison. Hélène, seule dans la maison, errait sans but, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit à l'étage. La lampe à la main, elle monta. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte. Alex était là, à genoux, rangeant des livres tombés. Elle entra, le cœur battant. La flamme tremblait sur les murs. Il leva les yeux, et cette fois, elle ne détourna pas les siens. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Et pourtant vous y êtes. Tu me fais peur. Ce n'est pas moi. C'est ce que tu vois de toi-même à travers moi. » Ces mots suffirent. La distance entre eux disparut. Elle tendit la main, pas vers son visage, mais vers sa poitrine. Sous ses doigts, la chaleur du cœur d'Alex battait fort. Un battement double, désorientant, comme 2 vies dans un seul être. « Oh, dis-moi, qui es-tu » ? Celui qui rappelle aux autres qu'ils ne sont pas ce qu'ils croient être. Le silence tomba. La pluie commença à tomber dehors, et dans la lumière vacillante,
Hélène sentit pour la première fois depuis des années le goût du danger et de la vérité mêlée. Le retour du maître. La porte du rez-de-chaussée claqua. Armand venait de rentrer. Le bruit la transperça comme une lame. Elle recula, confuse, tremblante. « Pars !» dit-elle à Alex. « Ce n'est pas moi que tu veux fuir. » Mais elle s'enfuit quand même, le souffle court, le visage brûlant, emportant avec elle une odeur, un regard, un trouble qui ne la quitterait plus jamais. Le commencement du triangle. Cette nuit-là, Armand sentit le parfum de sa femme sur l'escalier du haut. Il comprit sans mots ce qu'elle avait osé faire. Mais au lieu de la colère, il sentit une chose qu'il ne se connaissait pas, la jalousie partagée. Il ne voulait pas la punir, il voulait la comprendre. Et au fond de lui, une idée impensable commença à germer. Et si ce qu'ils ressentaient tous deux pour Alex n'était pas un crime, mais une vérité plus vaste que le mariage, la religion ou la chair? Le jour suivant, la chaleur s'abattit sur la plantation comme un voile suffocant. L'air vibrait, saturé de sucre, de sel et de secrets. La maison de la Croix, immobile sous le soleil, ressemblait à une cathédrale silencieuse où Dieu lui-même aurait cessé d'écouter. Hélène errait entre les pièces, incapable de penser à autre chose qu'à la veille. Le contact de la peau d'Alex la hantait. Ce battement double, cette respiration partagée, cette sensation de toucher quelque chose d'interdit, et pourtant divin. Et plus elle y pensait, plus elle sentait une forme nouvelle de lucidité. La jalousie s'était changée en fascination, la honte en curiosité, la peur en appel. Mais le soir venu, Armand, d'un calme presque spectral, entra dans sa chambre. La confession du maître, il resta debout dans l'ombre. Ses yeux cernés de nuit blanche la fixaient sans colère. « Tu es monté, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et tu l'as vu ?»« Oui. »« Et maintenant tu comprends ?» Elle ne répondit pas. Il s'assit lentement au bord du lit, les coudes sur les genoux, la voix brisée. « Je pensais que c'était une tentation, un piège du diable ou un caprice. Mais c'est autre chose, Hélène. Cet être, il n'est pas de ce monde. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, pas de honte, mais d'un étrange soulagement. Enfin, quelqu'un prononçait ce qu'elle n'osait dire. « Quand je le regarde, Armand, je me vois, et quand je ferme les yeux, j'ai peur de ne plus me reconnaître. » Alors nous sommes deux. Il leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Ce fut un long silence, où tout ce qu'ils avaient refoulé depuis des années, rancune, désir, solitude, se dissout en un seul aveu muet. La proposition Hélène se leva, fit quelques pas, puis revint vers lui. Sa voix tremblait, mais son regard était ferme. « Tu veux le garder pour toi, mais tu sais que ce n'est pas possible, car plus tu le caches, plus tu le désires, et plus tu le désires, plus il t'échappe. » Armand la fixa, sans comprendre encore. « Que veux-tu dire ?»« Je dis que nous devrions cesser de lutter. » Il fronça les sourcils. « Cesser de lutter ? Oui, si ce feu doit nous consumer, alors qu'ils nous prennent tous les deux. » Un silence. Puis d'une voix à peine audible, elle ajouta « Partageons-le. » Armand se leva brusquement, comme frappé par la foudre. « Tu es folle !»« Non, Armand. C'est toi qui es fou, à croire qu'on peut enfermer un être pareil dans le cadre du péché. Cet esclave, tu l'as acheté, mais il t'a possédé. Et maintenant, il nous tient, toi et moi. Nous ne pouvons plus le fuir. Alors apprenons à vivre avec lui. » Armand ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Il sentit, dans le fond de sa gorge, le goût du fer et du sel. Elle avait raison. Ce qu'il vivait n'était plus un scandale. C'était une vérité nue, brutale, primitive. Le pacte du feu. La nuit suivante, Hélène monta à la bibliothèque, Armand derrière elle. Alex les attendait, calme, vêtu d'un simple drap de lin. Sa peau brillait sous la lueur des chandelles. Ses yeux, toujours impénétrables, semblaient les lire avant qu'il parle. « Vous êtes venus ensemble. »« Oui, » dit Hélène. « Pourquoi ? Parce que tu appartiens à nous deux. » Alex la regarda longuement,
puis se tourna vers Armand. « Et toi, maître, que cherches-tu dans ce partage ?» « La fin du mensonge. » Un silence tomba. L'air vibrait d'électricité comme avant une tempête. Puis, Alex se leva, posa une main sur l'épaule de chacun. « Alors, laissez le feu faire ce qu'il sait faire, brûlez les murs. » La nuit des 3 silences. Ce qui se passa ensuite ne fut ni luxure ni rituel, mais un effondrement du monde. Les mots, les genres, les hiérarchies s'effacèrent dans le souffle et la chaleur. Hélène sentit pour la première fois de sa vie un amour qui n'avait pas besoin de nom. Armand, lui, découvrit la douceur dans la soumission et la peur dans la liberté. Alex, au centre, ne dominait ni ne servait. Il était la frontière et le pont, le souffle et le miroir, la cicatrice entre leurs 2 solitudes. Quand la lampe s'éteignit d'elle-même, la maison entière sembla retenir son souffle. Dehors, les esclaves crurent voir de la lumière filtrer sous les tuiles, comme si la demeure brûlait de l'intérieur. Mais aucune flamme ne montait, c'était un feu sans destruction, celui de la révélation. Le matin de la vérité. À l'aube, Armand descendit seul dans le jardin. Ses jambes tremblaient. Le soleil se levait sur la mer, calme, comme après un ouragan. Hélène le rejoignit, silencieuse. Ils ne se regardèrent pas. Mais entre eux, il n'y avait plus ni honte, ni victoire, ni trahison. « Nous avons franchi quelque chose, » dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Et maintenant, nous devons vivre avec. » Ils savaient que rien ne serait plus jamais pareil, qu'ils avaient détruit quelque chose et créé autre chose, plus grand, plus fragile, plus vrai. Alex n'était plus un esclave, ni un objet, ni un péché. Il était devenu le miroir de leur humanité déchirée. Et au fond d'eux, sans se le dire, ils pressentaient que ce partage, ce feu partagé, aurait un prix. Pendant les semaines qui suivirent, la maison de la Croix sembla flotter dans une paix étrange. Le temps paraissait suspendu. Le vent de la mer apportait une douceur inhabituelle, comme si la nature elle-même s'était tue pour observer ce qu'aucun homme, aucune femme, aucun dieu n'aurait jamais osé imaginer. Dans cette demeure blanche perchée sur les collines, un pacte tacite liait désormais 3 âmes, Armand, Hélène et Alex. Chacun d'eux savait que la moindre parole, le moindre geste maladroit pourrait briser ce fragile équilibre. Mais tous continuaient, comme des funambules au-dessus d'un abîme. L'accord du feu. Un soir, alors que la brume montait des champs de canne, Armand posa la main sur celle de sa femme et murmura « Nous devons établir des règles, sinon la maison brûlera pour de bon. » Hélène hocha la tête, le regard perdu dans la lueur des chandelles. « Des règles? Tu veux réglementer l'inexplicable? » « Non, le contenir un peu, l'empêcher de nous dévorer. » Ils rédigèrent, en silence, un accord que personne d'autre ne lirait jamais. Ils stipulaient que chacun aurait son temps avec Alex, sans mensonge, sans dissimulation, le jour pour Hélène, la nuit pour Armand, et le dimanche pour aucun des deux. Ce jour-là, Alex devait rester seul, libre d'aller au jardin, de lire ou simplement de respirer. « Le dimanche sera le jour du vent, » dit Alex en souriant. « Pourquoi le vent ?» demanda Hélène. « Parce que c'est la seule chose que personne ne peut posséder. » Le jardin du dimanche. Le premier dimanche, Hélène observa Alex depuis la fenêtre. Il marchait lentement entre les fleurs, nu-pieds, la peau dorée par le soleil. Parfois, il s'arrêtait, levait le visage vers le ciel, fermait les yeux. On aurait dit qu'il priait, mais sa prière n'avait pas de mots. Elle ressemblait à un souffle. Armand le regardait aussi, mais de l'autre côté, depuis la véranda. Il sentit une jalousie brûlante, non pas contre sa femme, mais contre le vent lui-même. Car Alex appartenait à l'air, à la lumière, à tout sauf à eux. « Il est libre, » dit Hélène. « Non, il flotte, et un jour il partira. Alors il faudra le laisser partir. »« Je ne peux pas. » Elle se tourna vers lui, et dans son regard, il lut ce qu'il craignait. Elle ne pourrait pas non plus. Les nuits du partage. La maison devint un théâtre silencieux.
Chaque soir, l'un montait l'escalier, tandis que l'autre restait dans l'ombre, à écouter. Les murs semblaient respirer, saturés de murmures, de soupirs, de silences. Mais dans cette alternance, quelque chose se produisit. La jalousie s'effaçait, remplacée par une étrange fraternité. Armand et Hélène commencèrent à se parler à nouveau, non plus comme mari et femme, mais comme deux pèlerins perdus qui avaient trouvé le même Dieu. Ils ne se touchaient plus, mais ils se comprenaient mieux qu'avant. « Ce n'est plus du désir », dit un soir Hélène. « C'est une quête. De quoi? De ce que nous ne sommes pas. » Et Armand, dans l'obscurité, sentit les larmes lui monter, parce qu'il savait qu'elle disait vrai, les serviteurs et les murmures. Pourtant, le monde autour d'eux ne pouvait ignorer ce qui se passait. Les domestiques évitaient la maison principale. Les esclaves du champ racontaient que le maître partageait un même lit avec son épouse et un esclave. Certains disaient que la maison était possédée, d'autres qu'un ange y vivait. Les prêtres du bourg, alertés, commencèrent à poser des questions, et le père Bérard, vieux confesseur d'Hélène, se présenta un matin sans prévenir. « Madame de la Croix, puis-je entrer ?»« Bien sûr, mon père. » Il la fixa longuement. « Les habitants murmurent des choses étranges, que votre maison est devenue une tour de Babel, que la morale y a fondu comme le sucre au soleil. » Hélène sourit doucement. « La morale, mon père, est un vêtement cousu par ceux qui ont froid. Ici, nous avons trouvé la chaleur. » Le prêtre recula, scandalisé. « Vous blasphémez. Non, je respire. » Les conversations du vent Armand, de son côté, se confiaient parfois à Alex dans la pénombre. « Tu as bouleversé tout ce que je croyais vrai. Et pourtant, je n'ai rien fait. Tu existes, c'est déjà trop. » Alex souriait. « Tu me regardes comme si j'étais une réponse. Mais je ne suis qu'un miroir. Tu vois ce que tu refuses d'admettre. Tu es né libre. Et tu as choisi d'être maître. » Ces mots frappèrent Armand plus fort qu'une gifle. Il comprit ce soir-là que le partage n'était qu'une illusion, qu'il cherchait à posséder ce qui ne pouvait l'être, et pourtant, il ne pouvait plus s'en détacher. L'équilibre fragile. Le triangle fonctionna ainsi des mois durant. Une harmonie improbable, presque mystique, mais cette paix n'était pas naturelle. Elle reposait sur un fil, et ce fil, lentement, commençait à se tendre. Car ce qu'ils partageaient n'était pas seulement un corps, mais une dépendance spirituelle. Alex devenait leur confession, leur rédemption, leur feu sacré. Et aucun d'eux ne voulait admettre que tout feu finit par consumer ce qui l'éclaire. Un soir, Hélène demanda « Alex, dis-moi, est-ce que tu nous aimes ?» Il la regarda longuement. « Vous cherchez à être aimé parce que vous n'avez jamais appris à aimer. » Armand serra les poings. « Et toi ? Que cherches-tu ? » « À être libre. » Ce mot, prononcé si doucement, tomba sur eux comme une sentence. Libre. Leur plus grande peur. Leur seule vérité. Le début de la fêlure. Ce soir-là, pour la première fois, Hélène descendit du lit d'Alex avant l'aube. Elle pleura seule dans le couloir, sans comprendre pourquoi. Armand, de son côté, resta éveillé toute la nuit, assis devant la mer, le regard vide, entendant dans le vent le mot qui ne le quitterait plus, libre. Les pluies de la saison s'abattirent sur la Martinique comme des châtiments. Pendant des semaines, la mer rugit, les champs furent noyés, la terre devint boue et fièvre. Et sous ce ciel chargé d'orage, la maison de la Croix se fissura à son tour. Le vent, jadis complice, se fit accusateur. Les domestiques murmuraient des prières à voix basse, traçant des signes de croix en secret. On disait que le diable habitait désormais les murs, et ce qui avait commencé comme une entente silencieuse entre trois âmes devint un champ de tension invisible, où chaque regard portait une menace. Les murmures du village. Les rumeurs, d'abord étouffées, avaient quitté la plantation. Elles couraient maintenant dans les rues de Saint-Pierre, se glissaient dans les tavernes, les églises, les marchés. Le maître de la Croix a perdu la raison. Sa femme partage le même lit qu'un esclave. On dit que ce n'est ni un homme ni une femme, une abomination du ciel. Et quand les mots atteignirent le gouverneur,
le scandale devint politique. Un homme blanc qui déshonorait sa race, une épouse qui profanait la hiérarchie et un esclave devenu symbole du péché, c'était trop pour les colons. L'ordre devait être rétabli. Le retour du père Bérard. Un matin, sans prévenir, le vieux prêtre revint. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 soldats l'accompagnaient. Leur uniforme portait les couleurs de la couronne, mais dans leurs yeux brûlait la haine religieuse. Armand les reçut dans le grand salon, le visage fermé. Le père Bérard posa sur la table un crucifix et une Bible. « Monsieur Delacroix, dit-il, je viens au nom de Dieu et du roi. La rumeur vous accuse d'entretenir sous votre toit une union contre nature. » Armand soutint son regard. « La rumeur est faite de vent, et le vent ne se juge pas. » Le prêtre frappa du poing sur la table. « Ce n'est pas du vent, c'est un scandale. Vous et votre femme avez souillé le sacrement du mariage. Vous avez introduit dans votre lit une créature impure. » Armand se leva lentement. « Cette créature, mon père, m'a appris plus sur Dieu que tous vos sermons réunis. » Un silence glacé s'installa. Les soldats échangèrent un regard inquiet. Hélène, restée à la porte, sentit un frisson la traverser. La guerre venait d'entrer chez eux. L'ultimatum. Le père Bérard parla d'une voix tranchante. « Je vous donne 3 jours. 3 jours pour renvoyer cet esclave, ou je le ferai arrêter pour sorcellerie. » Hélène s'avança. « Et s'il n'est pas un esclave, mon père ?»« Quoi ? Et s'il est un être libre, créé à l'image de Dieu, comme vous et moi ?»« Blasphème !» Le prêtre fit le signe de croix, puis sortit en jurant que le Saint-Office serait prévenu. Quand la porte se referma, un silence pesant envahit la pièce. Alex entra alors, sans bruit. « Ils veulent me brûler, dit-il calmement. « Je ne te laisserai pas, répondit Armand. Tu ne peux pas me sauver. Tu peux seulement choisir ce que tu veux brûler, ton nom ou ta vérité. » Ces mots tombèrent comme un verdict. Et chacun comprit que l'équilibre fragile qu'ils avaient bâti était condamné. Les nuits de peur. Les jours suivants, la maison resta close. Armand faisait garder le portail par ses hommes. Hélène priait sans mots, le visage blême, tandis qu'Alex restait enfermé dans la chambre du haut, silencieux comme une flamme avant l'explosion. La tension entre les 3 était insupportable. Hélène oscillait entre foi et vertige, Armand entre colère et désespoir. Et Alex, lui, semblait se dissoudre, comme s'il se préparait à partir sans bouger. Une nuit, Hélène monta dans sa chambre. Elle le trouva debout devant la fenêtre, les bras ouverts sous la pluie. « Que fais-tu » ?« J'écoute. »« Le vent ?»« Oui, il m'appelle. » Elle s'approcha, posa la main sur sa nuque. « Ne pars pas. »« Je ne pars pas. Je retourne. » La confrontation. Le 3e jour, au lever du soleil, les soldats revinrent. Cette fois, ils étaient 10. Le père Bérard marchait en tête, la croix brandie. Derrière eux, les esclaves du domaine observaient, muets, tiraillés entre la peur et la colère. Armand sortit sur la terrasse, fusil en main. Personne ne franchira ce portail. « Vous vous opposez à l'Église et au roi !» cria le prêtre. « Je m'oppose à la peur. » Hélène apparut derrière lui, tenant Alex par la main. Les soldats reculèrent, frappés par la vision. Le couple blanc et l'esclave doré, unis dans une lumière irréelle, presque céleste. Le père Bérard cria « Tuez ce démon !» Mais avant qu'un soldat ne bouge, le vent se leva. Un vent violent, brutal, venu de nulle part, qui fit trembler la terre et claquer les portes. La mer rugit au loin, les chevaux se cabrèrent, et tous virent, juste un instant, les 3 silhouettes se fondre dans la bourrasque, comme aspirées par le souffle du ciel. Le silence après la tempête. Quand le vent tomba, la maison était vide. Pas de lutte, pas de sang. Seulement la Bible ouverte sur la table et une phrase écrite à l'encre fraîche sur la première page. Dieu ne crée pas l'ordre, il crée le mystère. Le père Bérard tomba à genoux, livide. Les soldats se signèrent. Mais aucun ne sut dire ce qu'ils avaient vu. Les rumeurs de la mer. Les jours suivants, on chercha les Delacroix partout.
On ne retrouva ni leur corps, ni leurs traces. Certains dirent que le vent les avait emportés, d'autres qu'ils s'étaient jetés dans la mer. Mais les pêcheurs de Saint-Pierre racontèrent autre chose. Les nuits de pleine lune, au large de la côte, on pouvait apercevoir 3 lumières flottant sur l'eau, comme des flammes qui refusaient de mourir. Et dans le vent, une voix murmurait « Le feu brûle, mais ne juge pas ». Le scandale de la Croix secoua la Martinique comme un séisme moral. Les journaux du port s'en emparèrent, les prêtres tonnèrent depuis les chairs, et dans les salons de Fort-Royal, on chuchotait cette histoire, comme on goûte un fruit défendu. Mais ce que les uns appelaient folie, les autres appelaient miracle. Et au cœur des colonies françaises, une rumeur plus puissante que la censure grandissait, l'esclave des 2 corps s'est élevé avec le vent. La propagande du gouverneur. Le gouverneur de l'île, un homme sec nommé Victor de Brémond, ne pouvait tolérer le chaos que ce scandale semait. Les colons parlaient de malédiction, les esclaves murmuraient des prières nouvelles, et le clergé exigeait une purification. Il fallait étouffer la légende avant qu'elle ne prenne racine. Dans un décret solennel, il fit publier « Les prétendus événements de l'habitation de la Croix relèvent de l'hystérie et du mensonge. Le sieur de la Croix, sa femme et leurs serviteurs ont péri dans la tempête du 14 juin, que nul n'ose invoquer leur nom. » Les journaux, à Paris comme à Saint-Pierre, reprirent à la version officielle. Naufrage, disparition, silence. Mais les mots ne suffisent pas à tuer les mystères, car là où la vérité brûle, la cendre parle encore. Les témoins du domaine. Quelques semaines après la tempête, on envoya des hommes pour inspecter le domaine. Ils trouvèrent la maison debout, intacte. Pas de cadavre, pas de sang. Mais sur le mur de la bibliothèque, gravée au couteau, une phrase que personne n'avait vue auparavant: « L'amour n'a ni maître, ni serviteur, ni forme. » Le père Bérard, présent lors de l'inspection, entra dans une rage folle. Il ordonna que la maison soit scellée, que la croix soit plantée sur le perron. Mais les ouvriers refusèrent. L'un d'eux raconta plus tard qu'il avait senti une main invisible lui retenir le bras. Un autre jura avoir entendu, dans le vent, 2 voix entremêlées. Le domaine fut abandonné. La nature le reprit. Mais la nuit, les esclaves fugitifs y trouvaient refuge. Et à chaque pleine lune, une lumière s'allumait seule dans la bibliothèque, comme une chandelle sans flamme. Les confessions du père Bérard. Le vieux prêtre, rongé par la honte d'avoir vu ce qu'il ne comprenait pas, écrivit une confession secrète avant de mourir. On la retrouva des années plus tard dans les archives ecclésiastiques. Il y écrivait « J'ai voulu éteindre le feu, mais j'ai découvert qu'il venait du ciel. J'ai crié à l'abomination, mais ce que j'ai vu ressemblait plus à la grâce qu'à la faute. Si c'était un démon, alors que Dieu me damne, car j'ai vu dans ses yeux la paix que le monde ne connaîtra jamais. » Cette lettre ne fut jamais publiée, mais elle circula dans les marges, copiée à la main par des moines curieux, des philosophes libertins, des esclaves lettrés. Et peu à peu, la légende d'Alexandre l'Androgyne s'étendit comme une prière interdite. Les esclaves et la mémoire. Dans les plantations, on commença à raconter l'histoire à voix basse. Pas comme un scandale, mais comme une prophétie. On disait qu'un jour, un être viendrait qui réunirait les opposés, hommes et femmes, maîtres et esclaves, chair et esprit, et que par lui, la liberté trouverait un visage. Les plus vieux esclaves disaient « Le vent parle de lui ». Et que dit-il? Il dit « ni chaîne, ni sexe, ni peur ». Les enfants, eux, jouaient près des champs, répétant son nom comme un chant « Alex, Alex ». Et chaque fois que le vent passait, ils riaient, persuadés qu'il répondait « l'ombre de la France ». En 1794, la Révolution française abolit temporairement l'esclavage. Dans les ports, les révoltés noirs brandissaient des pancartes où on lisait « Tous les hommes naissent libres et égaux ». Mais dans les Antilles, un autre slogan circulait en secret « Tous les corps contiennent 2 âmes ». Ce mot d'ordre, attribué à un groupe d'affranchis anonymes,
était inspiré directement de la légende de la croix. Le deux âmes, symbole de réconciliation, devint un cri de ralliement pour ceux qui ne croyaient plus aux frontières. L'enquête du savant. En 1816, un jeune naturaliste français, Étienne Malherbe, fasciné par les récits coloniaux, entreprit une expédition sur le lieu de la disparition. Il retrouva la maison presque intacte, engloutie sous les lianes et les figuiers sauvages. Dans la bibliothèque, il découvrit un carnet trempé par le temps, le journal d'Armand Delacroix. Les dernières lignes étaient à peine lisibles, mais on pouvait encore distinguer « Il n'est plus esclave, ni femme, ni homme. Il est ce que Dieu aurait voulu avant que les hommes ne nomment les choses. » Le savant fit sceller le journal dans une boîte, et à son retour à Paris, il le remit à l'Académie. Le manuscrit disparut dans les archives impériales, mais dans son carnet de notes, Malherbe écrivit « J'ai senti le vent dans cette maison, et dans ce vent, j'ai cru entendre un cœur battre. Les échos du temps. » Au fil des décennies, la légende devint fable, puis mythe. Certains la voyaient comme une parabole de l'égalité, d'autres comme une hérésie sensuelle. Mais partout où la France parlait de raison, le nom d'Alex revenait comme un murmure interdit, une tache de lumière sur la morale. Au XIXe siècle, les poètes décadents s'en inspirèrent. On disait que Baudelaire connaissait l'histoire. Rimbaud y voyait la métaphore de l'âme double, du corps qui dépasse Dieu. Et dans les loges maçonniques de Paris, on évoquait le symbole de la croix, l'union du feu et du vent, du maître et de l'esclave, du masculin et du féminin. La justice des siècles. Ce que la loi avait condamné, le temps l'absout toujours. Et 2 siècles plus tard, dans un musée de Fort-de-France, une plaque commémorative fut discrètement posée à Armand et Hélène Delacroix, qui osèrent aimer au-delà des lois. Alexandre, l'esclave des 2 corps, qui rappela aux hommes que Dieu ne fait pas de différence. Chaque année, à la saison des vents, les visiteurs disent sentir une chaleur douce dans la salle, comme un souffle ancien. Et parfois, les gardiens jurent que les chandelles s'allument seules. 2 siècles s'étaient écoulés depuis la tempête de la Croix. La Martinique avait changé de visage, mais le vent, lui, soufflait toujours du même côté, portant dans ses rafales le souvenir d'une maison, d'un nom, d'un feu. Et comme tous les feux que le temps croit éteints, celui d'Alex n'attendait qu'une étincelle pour renaître. Le retour des cendres. En 1997, une tempête tropicale d'une violence inouïe s'abattit sur le sud de l'île. Les pluies mirent à nu une partie d'une ancienne fondation, le domaine de la Croix, que l'on croyait effacé. Des archéologues vinrent sur place. Parmi eux, Camille Rochefort, une jeune chercheuse française d'origine martiniquaise, spécialiste des archives coloniales. Sous une dalle fissurée, elle découvrit une boîte de fer, rongée par le sel. À l'intérieur, un crucifix tordu, un peigne en nacre et un petit carnet à moitié brûlé. Sur la première page, ces mots « Ce feu ne m'appartient pas. Il passe à travers moi. » Signé Alexandre. La lecture interdite. Camille passa des nuits entières à déchiffrer le texte. Ce n'était ni un journal intime, ni un traité religieux. Plutôt un recueil de pensées, de poèmes, de prières. Des phrases comme des énigmes. « Je suis le pont entre les 2 mers. Le monde m'a nommé pour se rassurer, mais je suis ce qu'il craint. Ce que vous appelez honte est le visage de la lumière. » Plus elle lisait, plus elle sentait une résonance intime, comme si ces mots parlaient directement à son époque, aux blessures que le monde moderne ne savait plus nommer. Identité, désir, appartenance, liberté. Un soir, elle écrivit dans son carnet « Alex n'était pas un mythe, c'était une prophétie déguisée. » La découverte médicale. Quelques mois plus tard, un laboratoire parisien de génétique invita Camille à leur confier les fragments retrouvés. Ils voulurent analyser les restes d'ADN sur les pages noircies. Le résultat plongea les scientifiques dans la stupeur. L'ADN appartenait à un individu porteur de 2 codes sexuels complets, XX et XY, un cas biologiquement possible mais extraordinairement rare.
Mais l'échantillon montrait autre chose, une absence d'anomalie hormonale, une harmonie parfaite entre les deux. Un biologiste murmura « C'est comme si la nature avait réussi ce que la science n'ose imaginer. L'unité totale. » Camille, en entendant ces mots, sentit un vertige mystique. Tout ce que la religion avait appelé péché, tout ce que la société avait rejeté, se révélait être un équilibre supérieur, le symbole même de la réconciliation entre le corps et l'esprit. Le feu des artistes. L'histoire fit écho dans les cercles intellectuels et artistiques de Paris. Un peintre nommé Lucien Bellâtre réalisa une série d'œuvres inspirées de la créature du vent. Sur ces toiles, Alex apparaissait ni nu, ni vêtu, ni homme, ni femme, mais irradiant d'une lumière dorée, les bras ouverts dans un ouragan de feu et de pluie. L'exposition, intitulée « Le troisième corps », fut immédiatement censurée par les institutions religieuses. Mais les images circulèrent sur Internet, et bientôt, le monde redécouvrit la légende de la croix, non plus comme une curiosité coloniale, mais comme un cri moderne de liberté. Le sermon du nouveau siècle. En 2004, à Fort-de-France, un jeune prêtre noir, le père Jean-Marie Abel, prononça un sermon qui fit scandale. Dans son homélie, il déclara « Si Dieu est tout, il est aussi ce que nous refusons de voir. Et si l'amour est divin, alors Alex était la preuve vivante que Dieu ne divise pas. » Le Vatican exigea sa démission. Il refusa. Et sa dernière phrase, prononcée du haut de la chair, resta dans toutes les mémoires « Je préfère être damné pour avoir reconnu la lumière que béni pour l'avoir niée. » Depuis, son église reste pleine à chaque messe. Et au-dessus de l'autel, un vitrail représente une silhouette androgyne entourée de flammes et de vent. En dessous, une inscription en créole. « Bon Dieu, c'est des espoirs, pas un seul. » Dieu est deux espoirs, pas un seul. La mémoire vivante. Camille, bouleversée par tout ce tumulte, publia un livre, Alexandre, le vent et le feu, chronique d'un corps libre. L'ouvrage fut un succès mondial, traduit en 20 langues. Mais au lieu de calmer les esprits, il les embrasa. Les conservateurs crièrent au blasphème. Les progressistes y virent une révolution spirituelle. Dans les universités, on enseignait désormais le mythe de la croix, comme une intersection entre colonialisme, genre et théologie. Mais pour Camille, le plus bouleversant restait ce qu'elle avait ressenti seule devant la page brûlée. Le souffle chaud du vent, comme si quelqu'un ou quelque chose lisait avec elle. Le retour du vent. Un soir d'août, elle retourna sur le site du domaine, désormais classé zone protégée. Les ruines dormaient sous la lune. Elle posa la main sur la pierre du seuil, et soudain, une rafale se leva. Le vent tourna autour d'elle, doux et chaud, et dans ce murmure, elle crut entendre une voix « Ce qui brûle n'est pas mort, ce qui brûle renaît ». Elle ferma les yeux, et des larmes coulèrent sans qu'elle sache pourquoi. Dans ce souffle, il n'y avait ni peur ni tristesse, seulement la paix. Quand elle rouvrit les yeux, la lampe de son sac s'était éteinte, mais autour d'elle, les lucioles formaient un cercle de lumière. Et au centre, l'air semblait trembler, comme si quelqu'un invisible respirait encore. L'héritage du silence. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence à Paris, Camille conclut son discours ainsi. « Nous avons cru qu'Alex appartenait au passé, mais il nous attendait dans l'avenir. Ce n'est pas une histoire d'esclavage ni de sexe, mais d'unité. Ce n'est pas une légende de honte, c'est un testament de liberté intérieure. » La salle resta muette, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Dans la foule, un vieil homme se leva, le visage couvert de larmes. « J'étais enfant, madame, et ma grand-mère me disait « Quand tu sens le vent chaud, c'est Alex qui te parle. Merci de lui avoir rendu sa voix. » L'aube se levait sur Fort-de-France dans une lumière pâle, humide, dorée. La ville bruissait déjà du tumulte moderne, klaxons, cris, moteurs, mais dans le cœur de Camille Rochefort, tout était silence. Depuis des mois, elle n'avait cessé de rêver d'Alex. Des rêves où le vent lui parlait, où les murs du vieux domaine s'ouvraient sur un autre monde, et chaque fois la même phrase revenait
Tu ne m'as pas trouvé. Tu t'es retrouvé. Ce matin-là, elle décida de retourner une dernière fois au domaine de la Croix, non plus comme chercheuse ni comme témoin de l'histoire, mais comme femme cherchant à comprendre ce qui la liait à cet être disparu depuis 2 siècles. Le chemin du silence, le sentier menant à la maison, était envahi par les herbes. La forêt avait repris ses droits, mais sous les branches, la pierre blanche du perron brillait encore. Camille s'avança, le souffle court, son carnet contre le cœur. Chaque pas faisait craquer les feuilles mortes, et dans ce craquement, elle croyait entendre des pas anciens, ceux d'Hélène, d'Armand, d'Alex. Elle s'arrêta devant la porte effondrée. Une chaleur subtile émanait encore du bois, comme si la maison respirait. « Je suis revenue », murmura-t-elle. « Je sais », répondit le vent. La voix n'était pas une hallucination, elle venait du fond de son être, mais aussi de partout. Elle l'a reconnue sans la connaître, c'était la voix d'Alex. Le cœur du feu Camille entra. La bibliothèque était intacte, malgré les années. Les livres, noircis, formaient des piles croulantes, mais sur la table, à l'endroit exact où le crucifix avait été trouvé, reposait maintenant une petite sphère de verre, translucide, irisée. Elle la prit entre ses mains. À l'intérieur, une flamme minuscule dansait sans combustible, et autour, gravées en spirale, des lettres presque effacées, « Je suis le feu qui ne brûle pas, le souffle qui ne s'éteint pas ». Camille sentit la chaleur lui envahir la poitrine. Sa vision se troubla, les murs semblèrent reculer, la lumière se dilater. Et soudain, elle vit. La vision du vent. Autour d'elle, les silhouettes d'Hélène et d'Armand apparurent, non pas comme des fantômes, mais comme des reflets. Leurs visages étaient calmes, sans douleur, baignés de lumière. Entre eux, une forme lumineuse se matérialisa, Alex. Ni homme, ni femme, ni chair. Un être de souffle, d'or et de transparence, dont les yeux contenaient à la fois la mer, la nuit et toutes les promesses non tenues de l'humanité. « Tu m'as cherché dans les livres, » dit la voix. « Oui. »« Tu m'as cherché dans le sang. »« Oui. » Mais je n'étais ni dans l'un ni dans l'autre. « Alors où es-tu » Alex sourit. « Je suis ce que tu comprends quand tu cesses de vouloir comprendre. » Puis lentement, il leva la main. La flamme dans la sphère s'intensifia. Camille sentit son cœur battre au même rythme, et elle comprit. Ce feu n'était pas dans la sphère, il était en elle. L'offrande. La vision s'effaça doucement, comme un souvenir qui se range. Camille resta seule, le visage inondé de larmes, mais le cœur d'une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Elle sortit de la maison, posa la sphère de verre sur le perron et la laissa là, offerte au vent. « Tu voulais être libre », murmura-t-elle. « Alors, sois libre encore. » Le vent souffla, fort, puis doux. La sphère se fissura sans se briser et la flamme s'en échappa, s'élevant lentement dans l'air avant de disparaître dans le ciel. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Puis un éclat de rire retentit, clair, pur, immense, un rire sans origine. Et le vent emporta ce son comme un écho éternel. L'héritage du vent Camille publia un dernier texte simplement intitulé « Le feu et le vent, la dernière vérité d'Alexandre ». Il se terminait ainsi « Alex n'était pas une anomalie. Il était la preuve que la nature ne se contredit jamais. L'humanité a créé les chaînes, les noms, les genres, les dieux. Mais avant tout cela, il n'y avait qu'un souffle. Et ce souffle, c'était lui. » Le livre fit scandale, mais il fut lu partout, dans les écoles, les églises, les prisons, et jusque dans les laboratoires où l'on cherchait encore à nommer l'inexplicable. On dit qu'il changea des vies, et certains, en le lisant, jurèrent sentir une chaleur sur la nuque, comme une main invisible posée avec douceur. L'éternel retour. Des années plus tard, quand Camille mourut paisiblement à Paris, le jour de son enterrement, un phénomène étrange se produisit. Une brise chaude traversa la cathédrale en plein hiver, faisant vaciller les cierges
sans les éteindre. Et au moment où le cercueil fut descendu, une flamme bleue apparut un instant au-dessus, puis s'éleva vers la lumière du vitrail. Personne n'en parla ouvertement, mais tous ceux qui étaient là le ressentirent. Le vent avait repris son souffle. Alex était revenu, non pas en chair, mais en mémoire, l'esprit du feu éternel, le symbole d'une vérité que ni le temps, ni les dogmes, ni les chaînes n'avaient pu dompter. L'épilogue du vent. On dit que, certains soirs de tempête, quand la pluie frappe les vitres et que les éclairs dansent sur la mer, on peut entendre dans les rafales du vent 3 voix qui se répondent, celle d'Armand, grave comme la terre, celle d'Hélène, douce comme la cendre, et celle d'Alex, claire comme la flamme. Et ensemble, elles murmurent encore, le feu brûle, le vent porte, mais l'amour demeure.